suis vraiment de très très bonne humeur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que mon papa et ma maman sont devenus adhérents et bénévoles au CCIF. En fait, ils ont allumé la télé, ils ont commencé à regarder des reportages sur le CCIF, ils m'ont appelé, ils me disent en fait, on a cru qu'on avait élevé les enfants d'un autre, en fait, pendant un moment, à force d'écouter ce qu'ils disent de vous et d'écouter ce qu'ils disent de toi en particulier. Donc, du coup, on a commencé à regarder, avec l'équipe, les bénévoles et les salariés du CCIF, c'est quoi les discours les plus récurrents, les critiques les plus récurrentes, les attaques les plus récurrentes, pour voir, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'il y a quelque chose où il y a besoin d'un travail de pédagogie ou d'explication, je ne sais pas. Premier truc, c'est le CCIF est financé par des mouvements occultes, d'accord, et reçoit de l'argent de l'étranger, de mouvements radicaux, d'accord, et reçoit des millions du Qatar. Mais bande de clowns, si on avait reçu l'argent du Qatar, on vous aurait acheté au moins des cartes de presse. Et de voir que par tous les moyens possibles, on veut problématiser en fait, vous d'abord, les adhérents, les sympathisants, les gens qui soutiennent le CCIF, ça nous donne une idée d'espèce de panique générale à laquelle on assiste dans les camps islamophones en face, dans les camps politiques qui essaient de problématiser les quartiers populaires, les Noirs, les Arabes, les musulmans, et au bout du compte, tout ce qui dit non en fait, à ce discours hégémonique qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans l'après-midi. Vous avez pu suivre cet été les polémiques autour du Burkini, les polémiques autour de telle ou telle affaire islamophobe, et a posteriori, il se passe la même chose que dès qu'on regarde en marche arrière, dès qu'on regarde dans le rétroviseur. Il y a un biais en sciences cognitives, en anglais ça s'appelle le hindsight bias, en français c'est le biais rétrospectif. Mais en fait, quand on regarde des événements passés, on a tendance à les interpréter, on se donne des raisons, on se donne des explications qui nous satisfont, qui nous permettent de nous accepter nous-mêmes, qui nous permettent de faire sens de cette réalité-là. Et aujourd'hui, la majorité de la société française est capable de dire, franchement, ce qui s'est passé cet été par rapport au Burkini, c'était abusé, ça a donné une mauvaise image de la France, c'est pas la France qui nous ressemble, quelque part, on a passé un petit peu la ligne rouge, mais c'était pas l'opinion majoritaire, c'était le fait d'un certain nombre de maires qui étaient à droite, dans la droite dure, et qui ont été testés un petit peu la loi, testé la République. Mais si on fait un film en marche arrière et qu'on se place en doute, quand la NDH et le CCIF portent ces affaires en justice, il n'y a pas de grand monde qui est là pour soutenir. Il y a un gouvernement qui soutient ces arrêtés municipaux. Il y a des préfets qui auraient pu intervenir à notre côté dans les tribunaux et qui ne l'ont pas fait. Au Conseil d'État, le représentant du ministère ne s'exprime pas en porte-à-faux par rapport à ces arrêtés-là. Et c'est seulement une fois qu'on a obtenu des causes devant tous les tribunaux, c'est seulement une fois que, sur la scène internationale, la France était malheureusement devenue la risée du monde à cause de ces polémiques-là, que là on se réveille et on se dit « Ah, tout ça pour ça ». Et on revient dans l'ordre entre guillemets, normal, celui de la loi, mais on ne remet pas en cause tous les mécanismes politiques qui ont fait que, si les décisions n'avaient pas été en faveur juste de l'évidence juridique, de l'évidence des libertés, on aurait tenu un discours complètement autre. Et d'accuser les associations d'avoir mis en cause ces arrêtés municipaux devant les mairies. C'est pas la NDH et le CCIF qui ont fait passer ces arrêtés municipaux, c'est les maires qui les ont passés. C'est pas la NDH et le CCIF qui ont fait de la France la risée du monde et de l'élite politique de notre pays le sujet de moquerie dans toutes les réunions internationales. Ça, ils font très bien ça tout seuls. Et on serait tenté de se dire qu'ils ont appris de ces leçons. Mais malheureusement, 2 portions de frites, 15 centimes de pain au chocolat et 0,3% plus tard, et donc ça continue. On a appris cette semaine que Manuel Valls veut supprimer le 49.3. Et donc demain, Dominique Strauss-Kahn va mener une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Marine Le Pen va diriger la prière du vendredi au centre Zemmour va écrire un bouquin très introspectif sur ses expériences de catharsis spirituelle dans le soufisme postmoderne. D'accord. Et Superman est pris de vertige sur la zone française. Bien sûr. Vous prenez la mesure de la nature risible de cette situation. Bienvenue en France en 2016. Donc, si on réanalyse, si on prend un tout petit peu de recul sur la situation, c'est une situation qui est anxiogène, elle l'est encore plus pour nous parce que nous, on n'est pas des observateurs externes.
D'accord? On n'est pas dans une espèce de sphère intersidérale et on est en train de regarder la France de là-bas. Vous voyez comme les choses sont antagonisées et ainsi de suite. On est en train de vivre cette période-là. C'est pas un livre d'histoire où on est en train de voir de manière descriptive la manière dont tel mouvement se met avec tel autre, dont tel discours émerge, ainsi de suite. On est des sujets, on est des intervenants dans ce débat-là. Et pourtant, il faut être capable de s'extraire un tout petit peu. Parce qu'on est des intervenants et parce qu'on est des êtres humains au sein de ce système, on reçoit ces émotions-là, on reçoit cette expérience-là, et ça nous fait quoi? Ça nous fait du mal, ça nous fait de la peine. Je ne sais pas pourquoi moi ça me fait de la peine d'allumer la télévision, d'ouvrir un journal et de dire nous sommes un problème. D'accord? Et pourtant c'est une construction. Et les musulmans et les musulmanes, les gens des quartiers populaires, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs origines, c'est des êtres humains comme les autres, donc c'est des téléspectateurs comme les autres, et ils reçoivent ces discours-là. Et on a tendance à intérioriser cette situation-là comme une situation problématique et minoritaire. Sauf que dans ce pays, on est une majorité à être des minorités. On est une majorité de gens à avoir des différences d'origine, des différences d'appartenance, des différences de parcours, et au bout du compte, le racisme et l'intolérance, c'est de prendre ces différences et d'en faire un problème. Donc on peut tous être un problème. Celui qui a un peu des kilos en trop, celui qui est trop petit, trop grand, celle qui n'est pas coiffée de la bonne manière, celle qui n'est pas habillée de la bonne manière. On peut tous prendre ces différences-là et en faire un sujet de problème. Et quand on s'interprète, on se voit soi-même au niveau individuel ou collectif, dans le regard de l'autre, et qu'on intériorise ces discours-là, on leur donne la plus grande et la plus triste des victoires. Donc au bout du compte, le discours islamophobe ne dit rien de nous. Le discours politique ambiant ne dit strictement rien de nous. Rien. Il raconte tout de ceux qui les prononcent. Il raconte tout de ceux qui les construisent, de leur façon d'envisager le monde, de leur façon d'envisager la différence, de leur façon d'envisager le désaccord politique. D'accord? Et donc c'est ça dont il faut prendre conscience aujourd'hui. Qu'on est tout sauf dans une situation de faiblesse. Qu'on est tout sauf dans une situation de défaitisme et d'incapacité à changer les choses. Et si l'islamophobie était la construction d'un problème musulman, ce serait de faire de ces quartiers-là, de ces personnes-là, de ces communautés-là, des gens qui sont centraux dans les problèmes et périphériques dans les solutions. Et dès lors qu'ils essaient d'inverser cette tendance, donc dès lors qu'ils essaient de conquérir au bout du compte ce qui est le pouvoir d'un citoyen, un pouvoir politique, un pouvoir social, un pouvoir culturel, un pouvoir intellectuel, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Ismaël l'a évoqué tout à l'heure. Mais pour eux, un arabe, une noire, quelqu'un des quartiers populaires qui parle à la première personne et qui dit voilà ce que je veux, voilà ce que je pense, voilà la contribution que j'ai envie d'apporter à la société dans laquelle je vis, c'est déjà trop. Il y a des gens qui vont faire des AVC. Et c'est ça qui nous est reproché en premier lieu. Pour eux, la notion même d'autonomie échappe à leur contrôle. Structurellement, elle échappe à leur contrôle. Et donc cette perte de pouvoir, c'est ça qui est le nerf de la guerre. On ne nous a jamais autant aimés, jamais, que lorsqu'on a accepté d'être dominé. On a même une sympathie pour quelqu'un qui vient des quartiers populaires, un noir, un arabe ou autre, qui accepterait justement cette domination. On est même prêt à le valoriser ou à la valoriser dans ce rôle-là, tant que tu acceptes ce que nous attendons de toi. Mais dès lors qu'on se traite les uns les autres à égalité, et qu'on dit voilà quel est le débat que j'ai envie d'avoir, et quel est le sujet que j'ai envie d'aborder, ça change tout. Et on voit que ça tient à quelque chose de vraiment essentiel, quelque chose qui est le cœur du pouvoir citoyen. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le doigt. C'est là-dessus qu'il faut mettre le doigt. Donc, le CCIF est un échec. Il ne devrait pas y avoir de CCIF. Et pourtant, il en existe un. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir d'islamophobie? D'accord? Donc, il y a une nécessité immédiate, c'est celle d'apporter le soutien, l'assistance psychologique et juridique aux victimes pour leur permettre d'accéder à leurs droits. Mais ça, c'est des mécanismes répressifs. C'est des choses qui se produisent de la manière la plus utile et la plus efficace qui soit, j'espère, mais après qu'une injustice ait été commise. Mais c'est pas suffisant, on ne va pas s'en arrêter là, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas attendre que des événements surviennent pour pouvoir après intervenir et sanctionner, et punir et accéder. Ça, c'est déjà réactif, et puis ensuite, ça ne gère qu'une partie du phénomène. Au meilleur de ses capacités, le CCIF ne va pouvoir gérer qu'une partie des actes, puisque les actes sont sous-reportés, sous-déclarés. D'accord? Donc il faut avoir une approche systémique
des faits islamophobes, des faits racistes de manière générale, pour non seulement pouvoir intervenir lorsqu'ils se produisent, mais les prévenir lorsqu'ils sont dans l'ordre de l'intention, de l'imaginaire collectif, avant même le passage à l'acte. Et ça prend des campagnes de prévention, ça prend aussi la capacité à gérer des cas emblématiques de manière suffisamment dissuasive pour que les discriminants ne passent pas à l'acte, tout simplement, mais ça prend aussi une inversion systémique. L'inversion systémique, c'est quoi? C'est de dire que je ne m'assieds plus dans le siège du problème. Ça, c'est ton problème à toi. Si tu veux faire du musulman, du noir, ou de ceci ou de cela, le problème de ta société, ça, c'est un débat qui est terminé. Moi, je veux savoir comment on va construire la société de demain. Je veux savoir comment on va envisager les questions de justice sociale, les questions d'environnement, les questions d'éducation, les questions d'égalité, pas uniquement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et c'est ça, le mécanisme de long terme qui change la situation et qui lutte réellement contre l'islamophobie. Lutter contre l'islamophobie, défendre les droits des musulmans, c'est protéger les libertés de tous. Poser la question de l'islamophobie, c'est poser la question du racisme. Poser la question du racisme, c'est poser la question de la diversion de masse à laquelle on assiste. Poser la question de cette diversion-là, c'est reposer l'essentiel dans notre société. Ces questions sociales, éducatives, environnementales. Et si on fait ça, alors réellement, on pourra dire qu'on a lutté contre l'islamophobie. Merci. Merci.